Toujours dans le chapitre 4, nous regardons à présent la détermination des constantes d'intégration. Nous avons montré dans les vidéos précédentes les solutions de l'équation différentielle du second ordre et mathématiquement, comme nous le savons, c'est un grand classique de la physique. Les solutions en fait sont en quantité infinie en fonction de deux constantes d'intégration parce que nous avons affaire ici à une équation différentielle du second ordre. Donc, on détermine concrètement ces constantes d'intégration pour avoir une solution unique en fonction des conditions initiales physiques de l'expérience. Et c'est ce que nous allons montrer ici, mais nous allons le faire uniquement pour la décharge du condensateur. Ce n'est pas trop restrictif parce que la méthode est générale. Nous l'illustrons ici sur la décharge, mais vous pourrez très aisément adapter cette même méthode aussi pour la charge. Alors ici, l'idée c'est que le dipôle L, R et C va donc être refermé sur la masse grâce à l'interrupteur K. Seulement, évidemment, il y a une charge initiale aux bornes du condensateur, si bien que nous allons avoir donc une courbe de décharge, la tension U aux bornes du condensateur qui va décroître, soit de façon apériodique ou de façon pseudo ou quasi-périodique en fonction du facteur de qualité. Alors, je rappelle que l'équation différentielle, vous la connaissez maintenant, mise sous forme canonique, d2u sur dt2 plus oméga 0 sur q du sur dt plus oméga 0 carré u égale 0. On va appeler u la tension aux bornes du condensateur, et nous avons vu dans les vidéos précédentes que cette tension u de t s'écrit comme somme de deux exponentielles, grand A fois exponentielle R1 fois T plus grand B fois exponentielle R2 fois T. Et nous allons commencer, c'est assez arbitraire, hein, nous allons commencer en considérant le cas où les deux racines R1 et R2 de l'équation caractéristique sont réelles et valent R1,2 est égal à moins oméga 0 sur 2Q plus ou moins oméga 0 facteur de racine de 1 sur 4Q2 moins 1 lorsque Q est inférieur à 1,5. Alors comment procède-t-on? Alors c'est pas très compliqué, donc il faut regarder les conditions initiales. Et celles-là, évidemment, dépendent des conditions de l'expérience. Il en existe une infinité aussi. On peut démarrer dans des conditions initiales qui sont très diverses et variées, mais les conditions initiales les plus classiques, c'est lorsque la tension U de t, donc à l'instant t égale 0, est égale à grand E. Ça veut dire que ça fait un peu l'hypothèse qu'on avait chargé la capacité avec une tension grand E et qu'on avait attendu suffisamment longtemps de manière à ce que la tension U arrive à sa valeur asymptomatique grand E au bout d'un temps t quasi infini. Et par ailleurs, on va aussi admettre, c'est une condition initiale un peu arbitraire, que le courant I à t égale 0, qui vaut C du sur dt à t égale 0, est égal à 0. En mécanique, vous trouverez, si vous avez la culture un peu des oscillations mécaniques, vous trouverez des conditions initiales assez comparables, puisque je rappelle, il y a une analogie formelle entre circuit électrique et oscillateur mécanique. Bien, alors, fort de ces conditions initiales, nous pouvons maintenant entreprendre donc la méthode, un peu calculatoire, hein, certes, il faut bien le dire, hein, c'est assez calculatoire, qui permet de déterminer grand A et grand B, les deux constantes d'intégration. Donc on réécrit cette solution générale, histoire de l'avoir en tête. Ça permet encore à ce stade de bien s'approprier des formules qu'il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, mais à force de les fréquenter, on finit quand même par les retenir, et c'est quand même relativement assez souhaitable. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder en t égale 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Ça veut dire que la formule générale, quand on l'applique à t égale 0, on obtient grand A plus grand B égale grand E, la valeur asymptotique de charge initiale du condensateur. De la même façon, on calcule du sur dt en dérivant la formule du haut. Ça fait grand A fois R1 exponentielle de R1 fois t plus grand B fois R2 exponentielle de R2 fois t.
On regarde en t égale 0, ça fait exponentielle de 0 ou toujours 1. Ça fait grand A R1 plus grand B R2 égale 0. Donc ça veut dire que nous avons à présent deux équations, A plus B égale grand E et AR1 plus BR2 égale 0, un système de deux équations à deux inconnues. Grand E, c'est la charge initiale. R1 et R2 dépendent du circuit, moyennant les composants R, L et C qu'on utilise. Donc on extrait de tout ça, c'est assez trivial, hein, B est égal à moins A R1 sur R2. Et quand on remplace cette valeur de B, donc ce qui est issu de la deuxième équation, quand on remplace dans la première, on trouve directement grand A facteur de R2 moins R1 sur R2 est égal à grand E, ou autrement dit, grand A est égal à R2 fois E sur R2 moins R1. Alors, refaites ces calculs tranquillement. Ils sont simples, hein, mais bon, ils sont un peu techniques, il faut quand même les faire. C'est une compétence du physicien ou même du génie électricien que de faire ces calculs, même si aujourd'hui nous vivons dans un monde où la simulation est omniprésente. La capacité de faire des calculs reste quand même nécessaire, ne serait-ce que pour avoir un regard critique sur les calculs que font les simulateurs. Donc, si on trace, donc on a extrait les deux constantes d'intégration, A et B. Si maintenant on trace la courbe, on va le faire de façon qualitative, et puis je vous laisse le soin de faire ça sous forme de simulation, puisque maintenant vous avez en votre outil PSpice Students en main ou celui que vous utilisez dans votre établissement, peu importe. Donc grand E, c'est la valeur initiale. Et là, vous voyez que vous avez en fait la somme de deux branches exponentielles. Et comme c'est un système d'ordre 2, comme nous l'avions vu dans les vidéos précédentes, en fait, il y a un point d'inflexion. La position précise de ce point d'inflexion dépend évidemment des valeurs respectives de R1 et de R2. Donc, il faut calculer, en fait, en fonction des valeurs de R, L et C, il faut calculer R1 et R2 pour avoir de façon précise la position temporelle de ce point d'inflexion. Si on est en charge, c'est une courbe à peu près symétrique avec aussi un point d'inflexion. Alors, la charge, évidemment, a supposé que le condensateur est initialement déchargé, c'est-à-dire que U est initialement nul, une charge qui tend asymptotiquement vers grand E. La décharge, évidemment, la tension U tend asymptotiquement vers 0, puisque les exponentielles R1 fois T, puisque c'est R1 et R2 sont négatives, c'est des exponentielles décroissantes qui tendent vers 0. Alors, on va encore regarder quand même la décharge, mais cette fois-ci dans le régime pseudo-périodique ou quasi-périodique, parce que c'est quand même un cas de figure qui est important. Souvent, on veut que notre système soit quasi-oscillatoire, ce qui suppose un facteur de qualité, vous vous souvenez, supérieur à 1,5. Quelquefois même, on a des circuits dont les facteurs de qualité Q sont très grands, donc ce qui est souhaitable, et ça veut dire que là, il faut être capable un petit peu de regarder les courbes correspondantes. Alors, vous vous souvenez que U de t, évidemment, il y a aussi deux constantes d'intégration, qu'on met ici sous la forme de U0 et de phi, et vous obtenez U de t qui vaut U0 fois exponentielle de moins oméga 0 sur 2Q fois t, une exponentielle décroissante, fois cosinus oméga t plus phi. Et oméga, c'est pas n'importe quoi. Oméga, hein, c'est pas oméga, vous pouvez pas le régler vous-même, il est imposé par le circuit. C'est oméga 0 fois racine de 1 moins 1 sur 4Q2. La fameuse pseudo-période. Donc ça, c'est des rappels. Je pense que c'est pas inutile aussi, sans pour autant apprendre ces formules par cœur, peut-être, à force de refaire les calculs, de pratiquer les calculs, peut-être de finir par les retenir. Donc ici, on va dériver par rapport au temps. Alors ici, vous avez évidemment un produit de deux fonctions, une exponentielle fois un cosinus. Donc évidemment, il faut faire la dérivée d'un produit. Donc ça vous donne U0 fois moins oméga 0 sur 2Q fois exponentielle de moins oméga 0 sur 2Q fois t, quand vous dérivez l'exponentielle. À ce moment-là, le cosinus, c'est UV' égale U'V plus UV'. Le cosinus reste inchangé. Et plus bas, vous avez UV', donc c'est U0 fois l'exponentielle inchangée. Et après, il faut dériver le cosinus. Donc, évidemment, on obtient le oméga qui sort de la fonction trigo. Vous avez cosinus qui devient un sinus.
Et puis là, visiblement, ben, j'ai oublié, la dérivée du cosinus, c'est moins sinus, hein, donc il y a un signe moins. Donc, quand vous faites, quand vous utilisez tout ça, eh ben, vous regardez à l'instant, on va prendre les mêmes conditions initiales que tantôt, c'est-à-dire u est égal à grand E à t égale 0. Alors quand vous faites t égale 0, l'exponentielle vaut 1, il vous reste grand E est égal à u0 fois cos phi. Voilà, donc alors on pourrait penser, un peu naïvement, que, bah, ma foi, phi est probablement nul, comme ça on a cos phi égale cos de 0, qui vaut 1, et à ce moment-là, grand E est égal à u0. On a envie de faire une solution triviale, u0 est égal à grand E et phi égale 0. Mais en fait, c'est quand même pas tout à fait aussi simple, parce que si on dérive du sur dt, on l'a fait, et qu'on applique t égale 0, alors attention, hein, il y a un signe moins qui manque, on va corriger au fur et à mesure. Donc là aussi, il s'agit de faire t égale 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, dans le premier terme, il reste u0 fois moins oméga 0 sur 2q fois cos phi. Et après, moins, et pas plus, hein, moins u0 fois oméga fois sinus phi. Voilà, donc on a une première équation, grand E est égal à u0 fois cos phi, et on a une deuxième équation que vous avez là sous les yeux, avec le petit patch correctif, puisque tout ça, c'est lié au fait que la dérivée de cosinus, en fait, c'est moins sinus. Donc, quoi qu'il en soit, on arrive à extraire tangente phi, et tangente phi, ben, ma foi, c'est donc sinus phi sur cos phi, et ça vous donne de façon assez immédiate, le U0, vous pouvez le simplifier dans l'équation, puisqu'il est dans les deux termes, dont la somme est nulle, donc U0, évidemment on fait l'hypothèse qu'il est différent de 0, auquel cas on peut simplifier par U0, et il reste tangente phi égale oméga 0 sur 2q fois 1 sur oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4q2. On a réexplicité oméga. Voilà donc tangente phi, vous l'avez ici encadré. Alors bien sûr, je l'encadre en rouge, mais on ne retient pas par cœur. En revanche, il faut connaître la méthode. On l'a appliqué donc dans des conditions initiales particulières, en exercice. On peut évidemment regarder ce qui se passe pour des conditions initiales différentes. Alors vous avez donc, vous voyez, en fait, tangente phi phi peut pas être nul, hein, parce que tangente phi peut pas être nul. Donc en fait, phi égale 0 et u0 est égal à grand E, en fait, c'est pas possible. En revanche, tangente phi tend vers 0 quand le facteur de qualité devient très grand.